Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis ravi de voir qu'on a un groupe mixte déjà, puisque c'est assez rare pour le souligner sur ces sujets-là. Je m'adresse à vous, messieurs. Bientôt, tout le monde sera avec nous. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Philippe Nadal, donc je suis dirigeant d'une structure qui s'appelle le CEFIRC, représentée aujourd'hui au salon à travers les formations à destination des membres du CSE et notamment du rôle de référent. Donc nous avons pris l'initiative d'animer cette conférence sur un sujet. Alors je ne vais pas parler de sujet d'actualité puisque ça fait un peu plus de 4 ans maintenant qu'on intervient sur cette thématique. On a formé un peu plus de 2000 personnes sur des secteurs d'activité très différents. Et ce qu'on peut vous faire comme retour d'expérience, c'est que le sujet est malheureusement toujours d'actualité. Je ne sais pas si dans la salle on n'a que des élus au CSE et peut-être déjà des personnes en activité de référents harcèlement sexuel et agissement sexiste. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous donner quelques éléments de contexte avant de rentrer plus précisément peut-être sur le rôle, effectivement, la capacité que vous auriez. Oula! La chaise est cassée. Donc, quelques mots. Donc, une structure de formation, CEFIRC, ASFO Grand Sud, et une structure de conseil. Alors, pour me présenter un peu plus longuement, je suis, ne me jetez pas vos feuilles à la figure, je suis un ancien RH qui a continué à mal tourner pour être dirigeant aujourd'hui, mais je suis intervenant depuis un peu plus de 4 ans sur la partie CSE et référent harcèlement sexuel et d'ailleurs harcèlement moral, même si le champ de la loi de 2018 ne vise pas le champ du harcèlement moral. Alors, au-delà de vous présenter la structure et nos métiers, c'est quelque chose que vous pourrez peut-être découvrir sur notre stand un peu plus haut. N'hésitez pas à venir vous voir, on sera ravis de vous accueillir et de poursuivre cet échange. Peut-être démarrer par déjà l'objectif de cette séquence, c'est rapidement rappeler ce qu'est le harcèlement sexuel et puis peut-être vous donner quelques pistes de réflexion dans vos structures sur le rôle que vous pourriez porter. Alors, petit quiz à main levée. Je voudrais juste faire un petit sondage sur votre connaissance du sujet. Alors, c'est pas grave, hein, vous avez le droit de vous tromper, vous n'avez juste pas le droit de ne pas répondre. Il va falloir choisir. Alors, on a fait les questions simples, vrai ou faux. Première question, sur une étude qui date de 2018, qui est l'étude que l'on considère la plus sérieuse sur le sujet, qui est une étude IFOP. Pour vous donner quelques éléments de contexte, on a posé des questions à un panel exclusivement féminin, j'y reviendrai, hein, on n'oubliera pas les hommes, messieurs, mais commençons par mesdames. Quelles ont été la proportion finalement de femmes qui a été victime au cours de sa carrière professionnelle? On est bien sur le champ professionnel, hein, on n'est pas dans la sphère privée, d'une situation qui peut être une situation de harcèlement sexuel. Alors pourquoi je dis qui peut être? Parce que ce sondage il est intéressant parce qu'il n'a pas posé la question en des termes, je dirais, du ressenti, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à des femmes est-ce que vous avez été victime de harcèlement sexuel. On a cité une dizaine de situations professionnelles qui, pour certaines d'entre elles, sont des situations gênantes, mais ne sont pas, d'un point de vue juridique, des situations de harcèlement sexuel. Et certaines situations présentées sont strictement juridiquement des situations de harcèlement sexuel. C'est intéressant d'avoir questionné comme ça, puisqu'on n'a pas qualifié la situation au moment du sondage. Est-ce que vous diriez que finalement, 20%, si mes calculs sont bons, 1 sur 5, ont été victimes de harcèlement sexuel au cours de leur carrière professionnelle? Qui me dit que c'est vrai? Alors, qui me dit que c'est faux? Donc j'aurai une majorité de vrais, puisqu'il y a des gens qui ne se sont pas prononcés. Je vous ai vu, mais je ne vous dénoncerai pas. Et la réponse, c'est faux. La réponse, c'est que c'est 32%, presque un tiers. Donc je vous mets les résultats ici. Petite question à la volée. Si on rajoute la sphère privée à la sphère professionnelle, à votre avis, le pourcentage, il monte à combien? 70, qui dit mieux? Là, j'ai l'impression que je suis au juste prix. Qui dit mieux que 70? Qui dit plus que 70? Personne? On monte à 83%. C'est pas de moi, hein. Source ministère du Travail, vous pouvez le retrouver si vous le souhaitez. La question du ressenti cette fois-ci. On leur demande toujours sur ce panel, est-ce que vous avez
le sentiment, est-ce que vous avez l'impression, si je le dis autrement, d'avoir vécu une situation de harcèlement sexuel? Donc là, on questionne le ressenti. On ne questionne plus, comme je vous l'ai exprimé dans le quiz précédent. À votre avis, cette fois-ci, est-ce que le chiffre est plus élevé que les 32% qu'on vient de voir, ou est-ce qu'il est moins élevé? Qui pense qu'il est plus élevé quand on questionne le ressenti? Que 32%. 32% ont été victimes, et là on leur dit, si vous pensez avoir été victime, est-ce qu'on a plus que 32% qui répondent, ou est-ce qu'on a moins? Qui pense qu'il y a moins que 32%? Eh bien, la minorité a raison, puisque c'est moins, effectivement. Pardon. C'est moins, c'est 22% des femmes, quand on questionne le ressenti, qui pensent avoir été victimes de harcèlement sexuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça lutte contre une idée reçue, selon laquelle, quand on parle du harcèlement sexuel, ben, finalement, il se développerait. Vous savez, il y a parfois des RH et des dirigeants qui vont vous dire « Ah non, ça, il ne faut pas en parler ». Parce que si on en parle, on va avoir que des victimes de harcèlement sexuel. Bon, mais il y a plus de sous-déclaration que de sur-déclaration, vous voyez, sur le terrain du ressenti. Et d'ailleurs, si j'ouvre le sujet aux violences de manière générale, et que je prends le harcèlement scolaire, que je prends l'agression sexuelle, ou que je prends les violences physiques tout court, il y a tendance à minimiser les actes qu'on subit. Et ça, c'est une tendance qu'on va retrouver pour ceux qui travaillent dans la prévention sur d'autres types de violences. Ce n'est pas propre au harcèlement sexuel ou à l'agissement sexiste. On continue. On nous dit que les femmes sont bavardes. Je travaille mes propos sexistes pour les besoins de la formation. Vous aurez compris que c'est du second degré. Je ne vais pas le préciser à chaque fois parce que sinon la conférence va être longue. Est-ce que vous diriez qu'il est vrai que 3 à 4 femmes victimes, là on ne parle pas de présumées victimes, on est sur des victimes, n'en parlent à personne? Qui pense que c'est vrai? Donc les autres, vous dites c'est faux parce que vous pensez que c'est plus, c'est ça? La réponse, c'est que c'est vrai. C'est entre 3 et 4 qui n'en parlent à personne. Ça veut dire n'en parle pas à son conjoint, à une amie, à un ami, à personne. Ça, c'est une réalité. Alors, il y a un chiffre que je vais afficher là. Je sais qu'il va vous fâcher, mais tant pis. J'y vais. Entre 1 et 4% en parle un représentant du personnel. Donc, messieurs, dames, je suis désolé, mais vous n'êtes pas identifiés comme une courroie de communication sur ces sujets-là. C'est ce qui explique d'ailleurs la loi d'août 2018 donc de Marlène Schiappa, parce qu'avant de faire la couverture de Playboy, elle a fait la réforme de la définition du harcèlement sexuel en août 2018, et la notion de référent que vous incarnez pour certains d'entre vous date de septembre 2018, donc c'est quand même assez récent. Eh bien, c'est aussi une des conséquences de ce sondage. C'est de se dire finalement on a des représentants du personnel qu'on ne va pas solliciter sur ces sujets-là. C'est aussi ce qui explique la désignation pour les entreprises pourvues d'un CSE du rôle de référent. Je trouve que c'est important aussi de rappeler ce contexte-là pour comprendre aussi pourquoi il y a eu cette évolution. Alors les hommes dans tout ça. Travailler la prévention du harcèlement sexuel sous l'angle exclusivement féminin serait une erreur. 10 personnes donc, qui ont déjà été confrontées à une situation de harcèlement sexuel. Donc là, on n'est pas sur des hypothèses de victimes, là on est sur 10 victimes. Et la question, en fait, c'est de vous dire, 3 sont des hommes. Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Donc là, on est sur 10 victimes de harcèlement sexuel. On n'est pas dans le doute de savoir s'il y a eu harcèlement sexuel. Il y a eu harcèlement sexuel sur 10 victimes. Combien sont des hommes? Et la proposition que je vous fais, c'est 3 sur 10, donc 30% des victimes seraient des hommes. Qui pensent que c'est vrai? Les autres qui pensent que c'est faux, vous pensez que c'est plus ou que c'est moins? Moins? Eh bien, la majorité cette fois-ci a raison, puisque effectivement 3 victimes sur 10 sont des hommes. Ce qui est important quand on est référent, si je fais le parallèle avec le sujet qui nous réunit, c'est de conserver une approche globale de la collectivité de travail quand je vais être sur le champ de la prévention du harcèlement. Question, toujours sur des victimes, cette fois je ne parle plus de harcèlement sexuel, je parle d'agression sexuelle. Là cette fois-ci, la proposition qu'on vous fait, c'est 4 victimes sur 10 sont des hommes.
Est-ce que vous pensez que cette proposition est vraie? Qui pense que la proposition est vraie? 4 victimes sur 10 d'agressions sexuelles sont des hommes. J'en ai peu. Qui pense que c'est faux, du coup? La majorité. Vous pensez que c'est moins? C'est moins, c'est 3 aussi. Si on le résume, que l'on parle d'agression ou qu'on parle de harcèlement sexuel, sur les derniers éléments statistiques en milieu professionnel, on est sur la même proportion, c'est-à-dire 30-70 au niveau des victimes. Tout ça pour dire qu'on doit garder à l'esprit une prévention qui se veut globale et pas genrée quand on travaille sur ces questions-là. Alors, finalement, un petit rappel. Pourquoi on parle du référent? Parce qu'on a une obligation qui pèse sur les employeurs de désigner un référent dès lors qu'ils ont franchi le seuil de 11 salariés et qu'ils ont mis en œuvre les élections pour les élections CSE. Et ensuite, pour les plus grosses entreprises, je ne sais pas s'il y en a ici, je ne l'ai pas mentionné, mais pour les plus de 250 salariés, vous avez aussi l'obligation de désigner un référent employeur sur la même thématique. Alors, une question qui a été posée au départ en 2018 sur est-ce que le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste agit également sur le terrain du harcèlement moral? Alors, sur la partie juridique strictement du texte, la réponse est non. Dans la vraie vie, il est quand même assez fréquent d'avoir une problématique de harcèlement moral et une problématique de harcèlement sexuel concomitante. Donc c'est quelque chose qui peut tout à fait se présenter, d'où l'importance dans les formations que vous avez suivies ou que vous avez les suivre, d'aborder ce point également si vous ne l'avez pas déjà en maîtrise. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais je peux parler 45 minutes tout seul, mais vous avez bien évidemment le droit de prendre la parole, de vous exprimer. Vous avez même le droit de ne pas être d'accord, puisque je ne souffre pas de la contradiction, bien au contraire. Donc n'hésitez pas à alimenter mon propos ou à demander des précisions si ce n'est pas clair. Alors, ce que ne nous dit pas la loi, et là, je reviens sur le thème de la conférence, c'est quoi le rôle du référent? C'est peut-être se poser la question de la définition de la procédure interne. Si je le dis autrement, je suis victime chez vous de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste, je viens vous voir pour vous signaler la situation, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait après? Ça, la loi ne nous le dit pas. Alors, les détracteurs de 2018 diront la loi n'est pas allée assez loin. Ceux qui défendent le texte, et je fais plutôt partie de ceux-là, diront qu'à chaque structure, une réalité, et qu'il est nécessaire d'y réfléchir avec ses représentants du personnel au sein du CSE, mais peut-être aussi avec sa direction des ressources humaines quand elle existe, ou avec sa direction tout court, pour finalement se mettre d'accord sur si des événements de cette nature surviennent, comment on agit. Et ça, la loi, effectivement, ne nous explique pas comment le faire. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'y réfléchir avant que ça ne survienne, puisque l'affect, l'émotion n'est pas souvent bonne conseillère dans ces moments-là, et ce n'est pas l'heure d'établir une procédure interne. Alors, le rôle des référents. Là aussi, il n'y a pas dans le texte des articles du Code du travail qui vont vous permettre de dire voilà ce que vous devez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Donc on a essayé de partager avec vous peut-être des idées qui vous appartiendra peut-être d'amender, d'adapter à votre situation. La première, c'est déjà, en cas de référent d'entreprise, d'assurer la coordination entre vous. Ce que l'on peut voir en formation, je vous ai dit qu'on anime depuis quelques temps, c'est qu'on a des élus du CSE qui viennent à la formation référent, et puis on a les élus, et on a les référents entreprises du service RH qui viennent à d'autres formations. Alors je suis peut-être un peu bisounours, mais je crois encore au dialogue social, et sur ces thématiques-là, je pense qu'on peut travailler de concert. Puisque quand on a une problématique de harcèlement sexuel dans une entreprise, qu'on soit employeur ou élu, on a un problème. Et c'est un problème qu'il vaut mieux aborder ensemble et se mettre d'accord sur la manière de le traiter plutôt que de vouloir tirer chacun dans son sens avec des résultats qui sont souvent peu probants en la matière et qui finissent à peu près tous au contentieux avec des dégâts qui peuvent être considérables sur la victime, notamment sur des personnes qui sont confrontées à la situation depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ben, si on est formé, on peut déjà soi-même animer peut-être des actions de sensibilisation et de formation. C'est peut-être des choses que vous avez déjà fait, faites dans vos structures. C'est des choses qui peuvent se préparer. Pour vous faire quelques retours d'expérience, on est allé sur des contenus de formation de 3 à 4 journées pour certains de nos clients et on a fait des modules de demi-journée sous format atelier, questions-réponses avec des publics opérateurs, agents de production, techniciens, cadres. Et on a développé également un module d'e-learning qui permet, alors je n'aurai pas la prétention de dire que ça remplace une séquence de formation, mais ça permet d'ancrer un message qu'on a déployé par ailleurs dans le cadre d'ateliers ou de formation. Donc ça, c'est des choses que peuvent porter le référent. Alors vous allez me dire avec quels moyens, je vous inviterai effectivement là à vous rapprocher de votre structure pour voir quels pourraient être les moyens mis en œuvre sur la prévention. Alors ensuite, vous avez aussi, il me semble, un rôle d'orientation. Une victime présumée, je prends cette précaution à ce stade, elle a besoin d'être accompagnée sur le terrain psychologique, sur le terrain du droit, sur le terrain de l'action judiciaire peut-être, sur le terrain de la relation de travail au quotidien. Et il est important que vous sachiez qui identifier dans votre structure pour accompagner une victime. Si vous avez déjà eu à traiter des situations de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, de victimes venant se confier à vous, vous avez probablement constaté qu'il y a parfois beaucoup de honte, parfois beaucoup d'inquiétude sur comment les éléments qui vous sont transmis vont être traités. Et il y a souvent une demande de la part des victimes de confidentialité totale sur les éléments qui viennent de vous être livrés. Et bien cette confidentialité, on est un peu embêté quand on est référent et quand on est employeur, puisqu'on est un peu sur un principe qui rentre en contradiction avec l'obligation d'action. Alors je ne vais pas faire trop long, mais si vous êtes formé à la prévention des risques professionnels, vous savez que quand on est employeur, on a une obligation générale de prévention, une obligation générale de sécurité qui se traduit par 3 segments d'obligation. 1, mettre en œuvre des actions de prévention. 2, faire cesser une éventuelle situation de harcèlement. Et 3, sanctionner si elle est démontrée. Ça, c'est une obligation d'action qui pèse sur l'entreprise. Si je le dis plus simplement, je viens exprimer une situation que je pense être du harcèlement, si elle est démontrée, je suis dans l'obligation d'agir. Et là, je me retrouve confronté à une problématique, c'est que j'ai une victime qui ne veut pas. Et qui dit, moi, je veux juste que ça s'arrête, en fait. Je ne veux pas plus. Et là, on peut se retrouver dans une situation en tant que référent qui est délicate, puisque je dois être en capacité d'accompagner une victime et de lever finalement son souhait de confidentialité petit à petit. Je ne peux pas être brutal dans l'approche. Et un moyen qui nous semble pertinent de partager ensemble, c'est vraiment l'orientation sur le médecin du travail. Pourquoi ? Je pense que vous l'avez deviné, il y a une prise en charge médicale qui peut être nécessaire en fonction de l'état de santé de la victime et qui a la capacité d'orienter vers les professionnels de santé compétents, mais surtout qui a le secret médical. Ce qui permet de conserver la confidentialité pour les victimes. Ça, je me permets d'insister là-dessus parce que c'est souvent un point compliqué à gérer quand on est référent, puisqu'on vient finalement poser une situation qui peut être grave, et finalement on vous dit ne dites rien. Il faut arriver à rentrer avec ça, et finalement qu'est-ce que j'en fais? C'est un moyen d'accompagner la victime. Ensuite, je suis plus dans le monde des bisounours, même si j'aime toujours les dessins animés, mais je sais bien que parfois dans des organisations, dans des structures, soit le dirigeant lui-même est mis en cause sur la situation, soit il n'est pas directement visé par la plainte, mais il refuse d'agir. Alors, mon passé de RH et de dirigeant et mon actualité de dirigeant ne me permettrait pas de vous dire que je prioriserai l'action vers l'inspection du travail, mais si vous êtes en situation de blocage, au même titre que d'autres actions que vous pouvez mener dans votre mission de représentant du personnel, eh bien vous pouvez solliciter l'inspection du travail. Et ce n'est pas de la théorie. Je peux vous faire des retours d'expérience où j'ai vu une injonction d'inspection du travail mettant en demeure un conseil d'administration d'une société de 80 salariés avec des accusations à l'encontre de la direction générale et donc demandant au conseil d'administration de diligenter une enquête pilotée par 2 administrateurs qui ne sont pas le directeur général. Donc
enfin, c'est pas une vue de l'esprit, hein. Ça peut amener à débloquer des situations difficiles. L'ARACT, tout le monde connaît ou pas? L'ARACT, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Alors si vous ne connaissez pas, ce n'est pas un bon point hein, pour des élus, puisque c'est une structure qui est paritaire. Qui est gérée par des fédérations patronales et des organisations syndicales de salariés depuis très très longtemps, qui s'appelle l'ANACT au niveau national et qui a des déclinaisons régionales et qui produisent pas mal de contenu, notamment sur la prévention des risques psychosociaux. Ça peut être une source d'information pour vous si vous n'avez pas accès à la formation intéressante. Alors, le harcèlement sexuel, combien il y a de définitions ? En France, combien il y a de définitions du harcèlement sexuel? Personne? Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a le harcèlement sexuel et il y a le harcèlement sexuel assimilé. Je ne vais pas vous faire le détail maintenant, mais déjà, il faut monter en compétence sur les deux définitions. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. Ensuite, il y a une troisième définition, c'est l'agissement sexiste. Ça n'a rien à voir avec le harcèlement. C'est une autre définition. Tout ça, c'est du code du travail. C'est retranscrit dans le code pénal. Et il y a une dernière définition, c'est l'agression sexuelle. C'est que du code pénal. Vous ne le trouverez pas dans le code du travail, mais c'est une autre définition à maîtriser dans le rôle de référent. Tout ça, en fait, vous avez des actions qui sont possibles pour essayer d'illustrer finalement la prévention du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste. Là aussi, j'ai un conseil à partager. En tout cas, on en a vu les résultats. Il faut évidemment commencer par la ligne managériale. En tout cas, nous, c'est le conseil que nous donnons. On pense que c'est important de démarrer, je dirais, par la ligne managériale et de décliner sur l'ensemble des collaborateurs dès lors qu'on considère que c'est un sujet que l'on doit traiter au collectif dans vos structures. Attention aux campagnes d'affichage. Quand je dis attention, nous travaillons avec le secteur de la culture, du cinéma, du théâtre depuis plusieurs années. Et on a eu des entreprises, des associations d'ailleurs, qui ont construit leur propre support visuel de prévention du harcèlement, très sympa. Vous avez des choses qui existent, qui sont libres de droit, mais vous avez aussi, parfois, je mettrai en garde là-dessus, une orientation militante de la prévention. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, je vous invite juste à garder une prévention globale dans vos structures, c'est-à-dire d'utiliser des outils de communication qui couvrent à la fois la prévention pour les hommes et pour les femmes. Hop, de belles affiches, c'est moins bien que la vidéo, mais ça peut rester en place dans vos structures. Alors, à gauche complètement, c'est source ministère, donc c'est gratuit, c'est utilisable, c'est duplicable, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Au milieu, c'est une association qui fait de la prévention exclusivement sous l'angle femmes victimes. Vous n'avez jamais d'hommes victimes sur ce type de communication. Je la mets quand même parce qu'elle n'est pas inintéressante. Simplement, il faut l'associer à d'autres contenus visuels. Et ici, vous avez là encore une affiche qui est publique, qui peut être utilisable dans vos structures sans propriété intellectuelle. Petit sondage, qui dans son entreprise a mis en place de l'affichage sur le sujet, soit dans le livret d'accueil, soit dans des tableaux d'affichage. 1, 2, 3. Bon, c'est faible. C'est des documents que vous avez produits vous-même? Oui? D'accord. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à faire travailler les équipes dessus. Ça peut être adapté à votre secteur d'activité et à vos métiers, plutôt que de prendre du standard. J'insiste, le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, c'est nécessaire de monter en compétence sur la règle de droit. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de croyances, et finalement il y a peu de connaissances sur la définition. Donc je pense qu'un rôle du référent, c'est d'être capable de transmettre ce qui est du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste. J'ai entendu récemment dans une formation, mais chez moi, il y a beaucoup de harcèlement sexiste. Harcèlement sexiste, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, pour lui, oui, mais en droit, ça n'existe pas. C'est soit de l'agissement sexiste, soit du harcèlement sexuel. Alors,
Le harcèlement sexuel, pour faire un rappel, hein, propos ou comportement à connotation sexuelle répétée, subi et non désiré par la victime, qui porte à son encontre une situation hostile, offensante ou intimidante. Ça, c'est la définition du harcèlement sexuel classique, je dirais. L'agissement sexiste, c'est quoi? L'agissement sexiste, c'est des propos qu'on entend au quotidien, que moi-même je peux parfois véhiculer, qui sont fondés sur des stéréotypes de genre. Si vous n'aimez pas le droit, je vous conseille un sketch de Florence Foresti. Ça atteint le même objectif pédagogique, c'est-à-dire que ça vous donne un peu tous les stéréotypes qui existent sur les hommes et sur les femmes. Donc moi, vous voyez, je suis un quadra cadre sup, donc j'aime les voitures, la viande, la bière et le sport à la télé. Voilà, je fais rapide dans la caricature. Et puis les hommes, ça pleure pas, c'est viril, alors que les femmes, elles sont bavardes, dépensières, elles sont hystériques. D'ailleurs, pour ceux qui ont un peu bossé sur l'hystérie, ils verront le parallèle finalement récent avec la médecine qui faisait le lien entre l'hystérie et les femmes par rapport au cycle. Les femmes, qu'est-ce qu'on a comme stéréotype? Ah oui, elles s'occupent bien des enfants. Elles sont très à l'écoute. Les hommes seraient d'ailleurs bien moins bons pour écouter les salariés se plaindre. Les femmes sont bien meilleures, c'est leur compétence innée. Eh bien, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que l'agissement sexiste, vous voyez, ça n'a aucun rapport avec le sexe au sens sexuel. Ça a un rapport au genre, au fait d'être un homme ou d'être une femme. Certains me disent en formation, mais moi, monsieur, je ne me reconnais ni dans un genre ni dans l'autre. Alors, là, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que finalement, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, dès lors qu'il y a des stéréotypes véhiculés sur un genre ou l'autre, ben, ils s'appliquent finalement de la même manière à vous. Et c'est le fait d'utiliser ces stéréotypes de genre qui génère le propos sexiste. On a dans le sexisme aussi parfois de la confusion, parce qu'il peut y avoir du sexisme bienveillant. Ce que j'appelle du sexisme bienveillant, c'est qu'on essaye d'être sympa en le disant. C'est le fameux « Ah mais, laisse Monique recevoir Jean-Philippe, c'est une femme, elle est très à l'écoute. » Là, on a l'impression d'être sympa. Mais en fait, on est en train d'expliquer que, ben, intrinsèquement, une femme est plus à l'écoute qu'un homme, ce qui n'est pas toujours juste, mesdames. Inversement, ça m'est arrivé dans mon entreprise, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 mois, il y a un store qui tombe. Jusque-là, Jean-Philippe, est-ce que vous pourriez réparer le store? Ah. Ah ben, vous êtes le seul homme aujourd'hui sur le site. Ah ben oui, moi je suis né bricoleur en fait. Quand je suis sorti du ventre de ma mère, je suis né bricoleur et toutes mes collaboratrices sont nées non bricoleurs. Vous avez compris la caricature, mais l'agissement sexiste, en fait, c'est ça. Des exemples, j'en ai plein. C'est 2 brancardiers qui portent un patient. Ils ont des difficultés à porter le brancard. On va dire, ah, brancardier, c'est un métier pénible. 2 brancardières portent un patient. Elles sont en difficulté. On va dire, non, mais maintenant, c'est n'importe quoi. On met des femmes à tous les postes. Et donc, le sexisme courant, c'est ça en fait. C'est se dire, on a tellement d'idées reçues sur les genres que finalement, ben, quand c'est un homme qui fait une activité, on ne voit pas. Si c'est une femme, on va percevoir quelque chose. Et l'inverse est vrai. Hein. Alors, l'information, je l'ai mise là, je vais passer. L'orientation, je l'ai vue. Alors, je voulais juste vous dire un mot, peut-être sur deux dispositifs. Le défenseur des droits, si vous ne connaissez pas, c'est une structure d'État qui vise à lutter contre les discriminations en France, au nombre de 25 précisément. Et dans les 25 discriminations interdites, le sexe en fait partie, l'orientation sexuelle en font partie. Donc c'est un interlocuteur qui peut être intéressant de mobiliser. Comment? Défenseur des droits sur Internet, si vous êtes connecté, c'est gratuit, c'est libre, vous pouvez faire un signalement. Le défenseur des droits est connu plus généralement dans le monde de l'immobilier, notamment sur l'accès à la location, ou quand il y avait des discriminations liées à l'origine, liées au nom de famille, eh bien, il était mobilisé pour finalement accompagner les victimes de discrimination. Le numéro violence femmes, je l'ai mis, c'est pas pour vous faire sourire, mais ça marche aussi pour les hommes. Il n'y avait pas de blague là dans mon propos. C'est quelque chose qui fonctionne, que l'on soit un homme ou une femme, c'est utilisable. Alors, j'ai parlé un petit peu sur le salon avec quelques personnes qui se sont arrêtées nous voir.
Et l'une des premières questions souvent que je pose aux référents, c'est est-ce qu'on sait que vous l'êtes? Si vous êtes que des référents ici et qu'on ne sait pas vous identifier dans votre structure, c'est bien d'avoir fait la formation, c'est bien d'avoir l'étiquette, mais vous n'allez pas être ultra sollicité. Et ensuite, si vous avez été identifié, c'est est-ce que si je suis victime d'une situation qui pourrait être du harcèlement, est-ce que je suis certain que lorsque je vous écris, c'est vous qui lisez? Alors là, c'est l'ancienne DRH qui parle, mais la boîte CSE, je sais pas quoi, ben, en fait, on ne sait pas qui lit. Et le référent ou la référente, il y en a un, il y en a deux. C'est pas tout le CSE. Et d'ailleurs, j'ai pas envie que Monique, elle soit au courant. Je veux écrire à Eric ou je veux écrire à Lucie. Et je ne veux pas que les autres soient au courant, justement parce que j'ai un souci de confidentialité. Donc attention à comment je vous contacte. Si vous n'avez pas défini la procédure de signalement, ben, commencez par le début. Si vous avez défini la procédure de signalement, pensez à l'afficher. Pensez à la transmettre. Je vous ai dit, premier sujet de la victime, c'est la confidentialité. Deuxième sujet de la victime, c'est finalement qu'est-ce qui va devenir. Qu'est-ce qui va advenir? C'est quoi la suite en fait? Une fois que j'ai fait mon signalement, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Ça, c'est un point qui est vraiment important. Et le fait de connaître la procédure, ça permet à une victime de se dire, si je viens vous parler, voilà comment ça va se passer derrière. Si je ne le sais pas, j'ai tendance à me taire. On le dit, hein, l'inconnu fait peur. Ça marche sur d'autres sujets que la prévention du harcèlement. Ben là, c'est encore plus vrai peut-être, puisqu'il y a quand même un sentiment qui est difficile, de honte notamment, pour venir sur ces sujets-là vous solliciter. Alors, ça, c'est des questions qui peuvent vous aider à faire votre auto-diagnostic. Plus vous avez d'interaction avec des extérieurs, que ce soit des fournisseurs ou des clients, ou avec du public, l'absence de mixité aussi au sein des équipes peut être un facteur de risque aggravant. Et si votre structure est ultra hiérarchisée, où il est très difficile finalement de faire remonter l'information, eh bien on sait dans les risques que c'est un facteur aggravant. Je termine, puisque l'heure tourne. Simplement, quand je suis référent, j'ai pour nous, en tout cas, un point qui est vraiment essentiel, c'est l'accusé-réception d'un signalement. Il n'y a rien de plus terrible qu'une victime vous donne, finalement, vous jette une bouteille à la mer et puis vous dites finalement un autre la prendra. Là, il faut accuser-réception du signalement. Et là, vous allez voir, c'est très difficile comme exercice, c'est pour ça qu'on forme aussi les référents. C'est ce qu'on appelle l'écoute active, alors que je peux connaître la victime, je peux connaître le harceleur présumé, puisqu'à ce stade-là, j'ai aucun élément de preuve, et je dois être capable de garder une neutralité dans l'écoute de la victime. Alors là, c'est de la théorie. Là, c'est bien le consultant qui parle devant un écran, parce que dans la vraie vie, quand je connais ma collègue ou mon collègue depuis 15 ans, et que la personne accusée, elle a 6 mois d'ancienneté, je ne vous fais pas de dessin sur votre niveau d'impartialité. Donc ça peut être vrai dans l'autre sens. Je ne connais pas la victime, je connais très bien la personne accusée, je connais même sa famille, puisqu'on est amis dans la vie. Et là, je dois accompagner le recueil du témoignage quand je suis référent. Là, autant vous dire que l'exercice aussi se complexifie. Il faut être aussi capable de connaître ses propres limites et de se dire, je ne suis pas en capacité de... Et donc, je passe la main à un autre référent. Ça pose la question de, j'ai combien de référents dans ma structure? Si j'en ai qu'un seul, dommage. Si j'en ai qu'un seul, mais que je peux en avoir un suppléant, ça peut être intéressant d'être à deux. Moi, je suis dans la préconisation du binôme homme-femme. Je trouve que ça peut être intéressant d'avoir les deux quand on peut. Oui. Non, la taille de l'entreprise n'influe pas, si ce n'est sur le deuxième référent RH qu'on appelle, qui est à partir de 250 salariés. Sinon, la loi n'impose pas de nombre plus conséquent, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc un référent CSE, il est obligatoire à partir de 11, mais si vous êtes 10 000, c'est toujours 1, quoi. Ça, c'est le droit. Après, dans la pratique, on a de nombreux clients, notamment sur des organisations multisites, qui ont souhaité avoir un interlocuteur référent sur chacun des sites, puisque c'est quand même un travail de proximité, pas de siège, si je le dis autrement. Je termine simplement
terminer sur la présomption d'innocence, puisque on a vite fait dans ces sujets-là je dirais, de condamner ou d'acter finalement la situation assez vite. Alors mon propos n'est pas de dire que les gens mentent, hein. Majoritairement les gens disent la vérité dans ce type de situation, mais mon propos est plutôt de dire qu'il y a un enjeu quand on est référent et qu'on écoute une victime à recueillir les éléments de preuve. Puisque sans preuve, l'entreprise, et là je reprends ma casquette de RH, sera dans l'incapacité de répondre à son troisième segment d'obligation qui est sanctionner les faits de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral. Pour ceux et celles qui ont déjà travaillé sur le sujet du harcèlement moral, le combat est le même. Si je n'ai pas les éléments de preuve, je peux avoir la conviction que, mais au moment de la sanction, l'entreprise va reculer. Pourquoi elle va reculer? Parce qu'elle va se mettre en difficulté vis-à-vis de la personne accusée et elle va le payer hein, en cas de contentieux. Donc sa décision de sanction sera remise en cause par le juge. Donc le recueil de la preuve, si vous êtes référent, c'est quelque chose qui va être aidant dans la prise de décision. Alors on ne joue pas aux enquêteurs, hein, ni aux gendarmes en mode garde à vue, mais par contre, la capacité dès le premier signalement à récupérer des SMS, des mails, des témoignages. Attention, les témoignages, les directs et les indirects, tout ça sont des choses qu'on aborde dans la formation référent, qui sont vraiment importants. Et attention aux moyens de preuve. Je vous ai mis l'exemple des enregistrements. Je clôturerai là-dessus pour pas faire trop compliqué. Et si certains d'entre vous ont des questions, y répondre. En matière de preuve, déjà, on est quand même dans un beau pays où les moyens de preuve ne sont pas les mêmes en fonction des juridictions que l'on sollicite. Si je vais au civil, donc au Conseil des prud'hommes, et que j'ai enregistré madame sans le lui dire, l'enregistrement n'a aucune valeur. Si je vais déposer plainte au pénal, cet enregistrement a une valeur. Vous voyez que dans un dossier similaire, je pourrais avoir des décisions contradictoires, ne serait-ce que parce que les moyens de preuve ne sont pas les mêmes. Je reviens sur votre rôle de référent et je clôture. Vous avez 2 temps. Vous avez un temps d'écoute, sans jugement, en essayant de conserver de la neutralité, et vous avez un temps d'accompagnement de l'enquête interne. C'est 2 temps qui sont distincts, mais sur lesquels vous pouvez avoir un rôle à jouer. À vous de vous former sur l'un et l'autre pour être le plus efficace le jour où la situation survient, en espérant effectivement que ça ne vous serve jamais. Est-ce que vous avez des questions? Le plus dur, c'est la première en général. Après, ça enchaîne. Non? Eh bien, il me reste à vous souhaiter un excellent appétit. On se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Si le collectif vous fait peur, on peut le faire en individuel. Et je vous souhaite un bon salon CSE.